Je suis Thierry Esquèche, avant tout compositeur, pédagogue et en l'occurrence organiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris a souhaité, d'une certaine manière, organiser un événement particulier en commandant un Te Deum, ce qui s'est fait énormément dans l'histoire. Napoléon a commandé des Te Deum, les rois de France ont commandé, des archevêques ont commandé des Te Deum. Et on pense que la réouverture d'une cathédrale après l'incendie qu'il y a eu en 2019, ça nécessitait de cette forme du Te Deum. Je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que je vais faire au XXIe siècle de nouveau. Donc quelque chose qui a une certaine force, une certaine puissance. Quel texte, en quelle langue, quelle durée, quel type d'orchestre, combien de chœurs. Là, j'ai une montagne à gravir d'une certaine manière. C'est l'histoire d'une création mondiale pour la plus célèbre des cathédrales. Comment naît une telle œuvre et quel sera son processus créatif? Un hymne religieux, tube des siècles passés, peut-il encore marquer son époque? De l'accordéoniste à l'académicien, le lauréat de 5 victoires de la musique est aussi un improvisateur magistral. Ses performances à la tribune de Notre-Dame ne laissent jamais indifférent. Thierry Esquèche joue la musique de son temps. Il mélange les genres avec grande liberté. Ses élans rythmiques, sombres, parfois violents, portent la signature d'une enfance douloureuse et sa quête d'horizon sonore toujours plus audacieux nous donne le vertige. Alors c'est toujours un défi d'écrire une œuvre qui risque de durer comme les Te Deum qui se sont déjà faits, celui de Marc-Antoine Charpentier que le public connaît bien. Celui de Te Deum de Berlioz avec je ne sais combien de centaines de musiciens et de choristes. Je vais devoir faire quelque chose de cet ordre-là, mais comment le dire différemment aujourd'hui, tout en gardant ce texte « Seigneur, nous te louons, nous louons les anges, nous louons… » Voilà, c'est un grand chant de louange, mais on peut peut-être l'adapter. Il reste moins de 6 mois pour écrire ce grand oratorio. Thierry Esquèche entame une série de rencontres pour définir les contours d'une œuvre très attendue après l'incendie de la cathédrale. Là, justement, la partie qui concerne le cantique des trois enfants. Ah, des enfants dans la fournaise, oui. Avec des interventions, effectivement, des anges. Et c'est ça dont j'aimerais parler, enfin, des interventions des… Fabrice, effectivement, Adjage, m'a orienté sur l'idée du feu. Mais le feu, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le feu destructeur qui va, effectivement, jusqu'au feu rédempteur. Est à la fois que Notre-Dame brûle de manière inextinguible, mais qu'elle n'est pas consumée. Parce qu'au fond, c'est ça aussi ce qu'on peut dire. C'est une image de la Sainte Vierge, et c'est ce qui s'est passé avec l'édifice Notre-Dame de Paris. J'ai pris quelques mots de Victor Hugo, flammes, des flammes écarlates, des trompes. Je voudrais vraiment aller assez directement sur le feu vraiment régénérateur, le feu illumination. Et c'est là que thème de la Pentecôte. Je voyais plutôt la Pentecôte sur la fin, mais pour une raison simple, hein, c'est que soit tu vas vers le buisson ardent qui est l'image classique pour les pères de l'Église de la Vierge Marie. Ouais. Mère, Vierge, ouais. Le buisson brûle sans se consumer. Moi, je vois bien un final comme à l'opéra, c'est-à-dire où toutes les voix reviennent, etc. Ouais. Et là,
on arrive à la Pentecôte. J'espère que tu penses à ça quand même, que tu vas nous faire de l'effet, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. Alors que le choix d'une allégorie autour du feu se précise, Au milieu des flammes. Thierry Esquèche se jette à corps perdu dans une composition sans concession. Le Tédéum est vraiment une recherche absolue totale, et en même temps, tout grouille autour de cette recherche absolue. Et j'ai besoin de ce grouillement incessant, de cette lave en fusion. Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. La mise en regard de la liturgie latine avec des textes plus contemporains est la promesse d'une œuvre moderne et universelle. J'ai eu l'habitude en art de ne jamais m'interdire de choses. C'est pas parce que c'est Notre-Dame, je vais pas demander l'avis pour valider le texte. Et les autorités ecclésiastiques savent très bien qu'à un moment, je vais prendre ma liberté. J'irai chercher des auteurs, peut-être Victor Hugo, peut-être Péguy, et je les mêlerai comme je veux les mêler. Pour écrire une fresque nouvelle, le compositeur a cherché sa plume. Et il a choisi la poétesse Nathalie Nabert pour être la librettiste du Tédéum. Dieu, objet de réflexion, Dieu sans lequel je ne suis pas, beauté d'une nature rebelle à l'ordre, rebelle aux fins ultimes, à notre exil. Nous sommes des vivants enracinés, la nuit nous revient comme un châle d'éternité. Le merle gris chante, un jour nouveau. La poésie, c'est ma respiration. C'est ce que je suis profondément. Quand je raisonne, je réfléchis. Quand je respire avec la poésie. Le reste, tout le travail intellectuel de recherche, c'est une élaboration. La poésie, c'est une respiration comme un toucher pour un sculpteur, une couleur pour un peintre. Moi, c'est la poésie. J'ai enseigné toute ma carrière à l'Institut catholique de Paris, à la faculté des lettres, dont j'ai été doyen pendant 12 ans. J'ai enseigné la langue et la littérature médiévale, et mon terrain de recherche, sont les grands textes mystiques, et notamment le corpus des textes des Chartreux. Thierry Esquèche, nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans, donc on nous avait déjà demandé à l'époque de collaborer, moi, à faire un livret, c'était pour le dernier évangile, lui la musique. Et là, Thierry est revenu vers moi l'année dernière, pendant le marché de la poésie, pour ce Tédéum de Notre-Dame de Paris. En musique, le livret est moins important que la musique, donc il ne faut pas s'attacher à un livret d'œuvres musicales comme on s'attacherait à une œuvre poétique personnelle. C'est quelque chose qui est avant tout au service de la musique. À travers Victor Hugo, ce qu'il fallait évoquer, c'est que ce lieu, Notre-Dame de Paris, c'est le lieu de tous, quelle que soit la dimension humaine de chacun, sa pauvreté et ses richesses. Frollo, le prêtre humilié, Quasimodo, le bossu, l'homme rejeté, qui dans les tours est finalement le gardien de quelque chose, et Esmeralda au cœur pur, qui est une zigane, qui est une fille de mauvaise vie, et qui est là, dans cette église, à sa place. Notre-Dame est celle que l'on invoque quand on ne peut plus rien invoquer. Et quand tout est perdu, il reste la protection de Marie. Or, c'est une personnalité qui, dans toutes les religions, y compris l'islam, est très importante. Marie est une figure de sagesse et de pureté, et de protection. Une figure qui rassemble tout le monde, ne serait-ce que parce que c'est une figure de maternité.
point d'orgue de la Semaine Sainte, ce dimanche est une journée marathon pour l'organiste de service. À lui de trouver la couleur musicale des offices qui vont se succéder. Ben là, je suis en train de découvrir ce qui va être chanté et donc ce que je vais introduire, sur quoi je vais improviser d'ailleurs, le déroulement de la messe, les répons que je vais accompagner à l'orgue. Je découvre les partitions. Les messes seront des messes normales, mais il y en aura 4 dans la journée. Tout s'enchaîne comme ça toute la journée. Il peut y avoir au moins une vingtaine d'improvisations dans un week-end, c'est pas plus. Apporter de la lumière, de la joie, des sentiments fait partie du métier de l'organiste. Son talent est d'inventer cette musique sans aucune partition. Je suis dans un surcontrôle de ce que je fais, je sais à la seconde près ce que je fais, mais en même temps j'ai une deuxième partie de ma personne, et ça c'est important, qui est effectivement non contrôlée. C'est-à-dire que l'émotion, je laisse aller l'émotion, je laisse aller la puissance du son, je me laisse par le charme des vitraux, par la puissance de l'orgue, par la couleur du temps, par ce qui est dit, je me laisse inspirer. Et là je me donne complètement, et en même temps j'ai une autre partie de moi qui maîtrise exactement, totalement ce que je fais, toutes les imitations, et qui pourrait pratiquement le réécrire à l'instant même. On se croit toujours que je suis une sorte de folie. Non, il y a cette part de folie dans l'improvisation, et en même temps, exactement en même temps, il y a le contrôle total. S'il y a l'un sans l'autre, ça marche pas. Les messes inspirent et nourrissent le Te Deum. Alors, des fragments de grégorien, de rythme jazz, d'envolées baroques ou de rock progressif finiront à coup sûr dans cette partition. Voilà, place à l'organiste. Moi, en fait, je sais pas si c'est rock, si c'est jazz, si c'est contemporain, si c'est classique. Moi, j'essaie de transmettre de l'énergie, mon énergie vitale. J'essaie de la mettre au service de l'office, en fait. Je la mets au service du film quand j'accompagne un film. J'essaie de la mettre au service des grandes pièces orchestrales que je fais. Et j'essaie de la mettre au service de l'office depuis que j'ai peut-être 7 ans. Et c'est fatigant de faire un office comme ça, parce que je me donne complètement. Hein, je fais pas ça en lisant le journal. Hein. On pense à autre chose. Et donc, effectivement, cette intensité, pour moi, c'est la seule raison de vivre, c'est ça, c'est de faire passer cette énergie que j'ai la chance de pouvoir encore donner à travers mes œuvres, et à travers, là, en l'occurrence, mes improvisations. Voilà, d'où ce côté, quelquefois, rock, s'il le faut. Je vibre de tout, des pieds jusqu'au bout des cheveux. Et à la fois, il y a une émotion intense, une admiration mais sans borne pour ce que ça représente, de ce monde intérieur et de virtuosité, de technique. Alors, je parlais de Mozart, mais j'ai l'impression de voir Liszt jouer. La concertiste, qui connaît aussi bien Liszt qu'Esquèche, apprécie l'exécution de telles pièces
peut improviser dans tous les styles, dans le style de Bach, le style des impressionnistes, le style des romantismes, et puis pas seulement de période en général, mais de compositeurs en particulier. C'est vraiment extrêmement impressionnant pour ce que ça représente intellectuellement de capacité, de souplesse, de technique, de virtuosité et aussi de richesse musicale, parce que quand on l'écoute, c'est pas un exercice de style, c'est une œuvre. En fait, on voudrait que chaque improvisation reste finalement. Alors c'est la beauté de l'improvisation, c'est que justement, il faut être là parce qu'elle ne dure pas. En une seule et longue journée, plus d'une vingtaine de compositions spontanées ont vécu puis disparu dans les transepts de la cathédrale. Et entre-temps, un tédéum a germé. Aussi ancienne que l'humanité, l'improvisation est aujourd'hui une discipline essentielle pour les organistes du monde entier. Et elle s'apprend au conservatoire. Vous allez assister à un ciné-concert. C'est un film qui est l'opposition entre un monde souterrain des travailleurs et puis ceux qui les exploitent, un monde idyllique qui les exploite. Assez rapidement, là maintenant on a la ville. Voilà, c'est la folie là, allez, des mixtures. Pas trop, allez, mais cherchez la clarté maintenant. Là, vous apportez quelque chose au film. Vous ne faites pas juste de l'accompagnement de film. C'est une création sur un film. On renforce les personnages. Mais les personnages du Tédéum, c'est le feu qui détruit, mais qui va possiblement au feu qui éclaire. Donc il y aura, comme je viens de demander ici dans Métropolis, où on lui a demandé d'éclairer la ville, quand je veux que ce soit le feu qui éclaire. Ben ça, quand je veux que ce soit le feu qui détruit, effectivement, il sera beaucoup plus proche de la scène de l'usine de tout à l'heure, avec quand je veux que ce soit le vaisseau Marial qui est là, je vais créer un espace sonore qui va être espace sonore orchestral qui est impossible à faire à l'orgue, là, mais avec des nappes, parce que je veux que ce soit donné l'impression d'immensité et de vague d'immensité. Yvan vient de Russie pour suivre la classe de Thierry Esquèche. Ça va très bien. Il y a juste la deuxième période, je pense qu'on peut améliorer le début. Qu'est-ce qu'on peut trouver de façon quelque chose de plus poétique que ce que vous avez fait? J'ai entendu ces interprétations, ces improvisations en concert déjà en Russie. Et c'était vraiment magnifique. Et tout le monde disait, voilà, c'est une légende vivante, un grand compositeur. Mais j'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais rentrer dans sa classe. Parce que je me disais, trop prestigieux, voilà, il y a quand même un concours, il y a des candidats qui se présentent de très haut niveau. Voilà, j'ai tenté et ça marchait. Étudiant en 5e année, Raphaël joue le week-end dans les églises parisiennes. Je pense que l'humain a besoin de spiritualité, c'est fondamental. Quelqu'un qui n'écoute pas forcément d'orgue, quand il en écoute, à la fin du concert, il se dit « mince, ça me fait quelque chose que j'ai jamais ressenti » ou c'est de l'ordre de l'impalpable, je dirais. Et c'est ce qu'on recherche finalement en tant qu'improvisateur. On recherche justement ces moments de grâce un petit peu, qu'on soit croyant ou pas.
Saint-Étienne-du-Mont célébrait il y a quelques mois le départ de son organiste après 27 années au service de la liturgie. Le principe d'un organisme, je pense que c'est pas d'être croyant, d'être croyant, c'est d'avoir ce sens du sacré. Et on peut être croyant et ne pas l'avoir. On peut être athée, comme se disait Fauré, et avoir fait plus grand requiem de l'histoire de la musique. C'est vraiment ce sens de la transcendance que j'essaie de faire passer et qui moi, m'anime. Je pense que c'est vraiment important pour moi de me définir comme ça. Une messe d'adieu avant la nomination à Notre-Dame. Dans la paroisse du quartier latin, on regrette le départ d'un serviteur de la foi et d'un immense musicien. C'était la plus belle façon quand même de lui rendre hommage et comme effectivement il achève d'une manière unique nos homélies, qu'il les corrige, qu'il les embellit, Oui, c'est génial. Dès qu'on prend la parole, on sait que de toute façon, elle va être confirmée, amplifiée, magnifiée par ce qu'il fait. J'ai pas mal de doutes existentiels et sa musique, au contraire, me rend sereine, m'apaise, me remplit l'âme et fait taire toutes mes inquiétudes et mes doutes. Sa musique est un peu pour moi une preuve de l'existence de Dieu. Voilà, je me pose plus de questions sur l'existence de Dieu quand je l'écoute. Ça me remplit le cœur et l'âme. Et donc, voilà, c'est un très beau moment qu'on vient de vivre et j'ai le cœur gonflé de joie. Loin des bourdonnements parisiens, Thierry Esquèche vient se ressourcer dans ce petit pays rural, au pied des Pyrénées. Je m'aperçois que ce que je recherche dans l'enchevêtrement des choses, dans des chœurs, dans des pièces, dans l'enchevêtrement des types d'orchestres, c'est très lié au paysage. Si on regarde bien ce paysage où s'enchevêtrent les collines, c'est exactement ce que je recherche dans ma musique. Pour moi, l'architecture est liée à la musique, mais l'architecture, on va dire, de la terre elle-même, dans la façon dont elle est faite, est liée. Et ça, c'est... Voilà, j'y passais pratiquement 4 mois par an pendant 25 ans. Donc, évidemment, on s'en rend compte qu'après, on ne s'en rend compte pas au moment où on le fait. Quand on sillonne ces paysages, quand on les voit, on se rend compte aussi que ça détermine une architecture de vie, une architecture aussi tout simplement d'œuvres, qu'elle soit picturale, qu'elle soit musicale. Moi, c'est la musique qui investit ces paysages. Et donc j'ai rêvé de mes premières symphonies, de mes premières sonates piano-violon, avec un vélo comme celui-là, dans ces collines ou ces montagnes. Et c'est le meilleur moment, pour moi, c'est des moments d'intense création. Cette parenthèse, dans l'emploi du temps délirant du musicien, laisse entrevoir aussi un homme blessé. C'est rapidement devenu une nécessité chez moi de trouver des moments de méditation. Parce que j'ai toujours été quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je ne le parais pas toujours d'ailleurs, mais très angoissé. Et d'ailleurs, ma musique s'en ressent. Hein. Et donc, il y a une sorte de noirceur comme ça, d'angoisse, d'anxiété permanente que j'ai depuis l'enfance. Hein. Et une des façons de les traiter, la plus grande façon de la traiter, ça a été évidemment la musique. La musique au secours du petit Thierry. Personne ici n'a oublié son premier souffle musical sur un air d'accordéon. Regarde là, si tu veux voir la star de l'accordéon, c'était moi. J'ai la preuve maintenant que j'étais champion du monde d'accordéon. Une bête de scène. On a l'impression que j'ai le menton. Voilà.
Alors là, carrément, je bave dans l'accordéon. C'est avec le micro qui amplifiait l'accordéon, parce que c'est pas assez sonore pour la salle. 8 ans et demi, bah, tu vois. Là. 74, hein. Toi, t'avais 9 ans. À 9 ans, Thierry fait des prouesses au bal du village avec ses cousins. Bah, nous, on était gamins. C'était un jour où on se retrouvait tous, on faisait la fête. Donc, c'était de la joie, oui. Ils étaient tous grands, c'était des adultes, t'étais le seul enfant. C'était peut-être un peu plus compliqué, mais je veux dire, t'étais concentré, mais t'étais heureux, quoi. Ça se voyait. Ça, à partir de là, je me souviens des concours. Là, j'étais déjà, on va dire, un professionnel Là, oui, de l'accordéon. Et celui-là, d'ailleurs, c'est le seul qui me reste. C'est celui-là que j'ai toujours et que je le ressors quelquefois les fêtes de famille. Ah, d'accord. C'est un truc que j'ai gardé, c'est que si tu n'es pas efficace sur scène, quand tu fais ton tango, ta valse, ton passo, ton disco, bah tu te fais, à la limite, tu te fais huer, gentiment, mais tu te fais huer. Et c'est évident que là, tu dois être efficace quand tu fais ça. Tu dois faire danser les gens, tu dois les faire défiler, et donc tu peux pas te donner à moitié. Le sens de l'improvisation, les balmusettes de l'Ariège et ce swing qui ne le quitte plus, voilà en partie l'héritage musical de Thierry Esquèche. Quant à sa façon de composer une symphonie, un concerto ou un tédéum, elle relève toujours de la même mécanique. Ce que je préfère, c'est être dans l'urgence. Certains disent que je suis une sorte de compositeur de l'urgence, et je pense qu'ils ont raison. Peut-être que d'ici le 12 juin, j'aurai peut-être 45 concerts. Et que dans ces concerts, entre ces concerts, dès que je sortirai de scène, j'aurai été boosté par ce que j'aurais entendu, par ce que j'aurais créé moi-même, par ce moment-là, par les improvisations que j'aurais faites aussi, par les services à Notre-Dame que je vais faire. Les pièces se donnent la main chez moi, il n'y a pas une rupture entre chaque pièce. Et donc quelque chose de ces pièces ira dans le tédéum, et quelque chose du tédéum après ira dans l'autre pièce. Donc vous voyez, en fait, ma vie ne se sectorise pas. Ce don pour la composition lui vient de la plus tendre enfance. Le musicien se dit en effet habité par des flots de musique ininterrompus qui ruissellent en lui. On a l'impression que la musique s'écoule tout le temps, comme une espèce de ruisseau continu. L'énergie, les pulsions harmoniques, les pulsions rythmiques, elles ne cessent jamais. Donc il suffit à un moment de les maîtriser, de les fixer, de les mettre quelque part, Mais voilà, ça fait partie des musiciens qui fonctionnent comme ça. C'est pour ça que ce jaillissement, en fait, ne s'arrête jamais. Mais depuis que j'ai 3 ans, je suis comme ça. J'étais professeur dans les collèges et les lycées de la République. J'ai créé ce conservatoire de Rosny-sous-Bois, donc je vais vous en parler un petit peu. La période qui vous intéresse, c'est cette période gaullienne où Malraux est ministre de la Culture et il nomme en 1966 Marcel Landowski directeur de la musique. Les tarifs étaient très faibles, évidemment il y avait une participation des parents, mais très faible. Et donc, c'était pratiquement gratuit, quoi. Les cours étaient gratuits. Sensibilisation dans les écoles, construction de théâtres, d'opéras et de conservatoires. En France, beaucoup d'enfants comme Thierry ont bénéficié de ce vaste programme au service de la musique. Un jour, on est en 73, donc, je vois venir une maman avec son jeune garçon, il devait avoir 8 ans, tout timide, comme il est, et puis qui demande à faire des cours de piano. Alors, la maman me précise que, il joue déjà de l'accordéon, il touche un peu à l'orgue de l'église, etc. Donc, voilà.
Alors évidemment, je le confie à un professeur avec qui il entretiendra des relations exceptionnelles. Monique Cohen a été celle qui a été mon ouverture sur la musique, on va dire savante classique. Là, tu me places ta main comme ça c'est un ré, ça c'est un mi véritablement, et qui m'a mis sur des rails qui m'ont amené après à faire le Conservatoire de Paris, ça a été effectivement Monique Cohen. S'en est suivi une grande amitié après, parce qu'elle s'investissait énormément dans ses étudiants. C'est quelqu'un qui est resté très très proche très longtemps. Une autre femme a beaucoup compté pendant les premières années du musicien. Ma mère m'amenait régulièrement à la messe, donc j'ai découvert l'orgue aussi, mais de manière là complètement autodidacte. C'était une femme extraordinaire qui s'occupait de l'église de Rosny, qui avait des responsabilités dans l'organisation de l'église Sainte-Geneviève à Rosny. Et donc, tout naturellement, évidemment, Thierry a été au contact avec l'orgue de l'église. J'ai commencé à accompagner ici les messes. Ma mère chantait beaucoup des Ave Maria, donc je vais essayer de m'en inspirer. Cette idée qui a été vécue à Rosny, entendre ma mère chanter cet Ave Maria, j'accompagnais à l'orgue. Tu pars d'un point A et tu vas arriver, tu vas même au-delà de Z. C'est que tu as toutes les lettres de l'alphabet qui passent. C'est-à-dire que tu passes des émotions à la fois hyper intenses et en même temps, il faut être toujours sur le qui-vive, jamais être tranquille. On n'est jamais tranquille. La finesse, le chant, l'aisance, être confiant dans le texte, mais en même temps ne jamais trébucher. En fait, c'est un vrai, c'est un défi jouer du Thierry Esquèche. Ça monte, et tu peux pas redescendre. Donc toujours en montée, en progression. C'est de la progression, la musique de Thierry. On progresse vers le haut. Faire jouer de la musique d'aujourd'hui, sachant que Bach écrivait de la musique 3 jours avant une messe, c'était de la musique d'aujourd'hui aussi. Donc finalement, faire perdurer avec de la musique d'aujourd'hui dans une église, pour moi, c'est juste la continuité, quoi. Et puis le langage est vivant. Dans une église, il y a de la vie, il y a des âmes qui passent. Et quoi de plus magnifique que d'apporter la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, qui est un mot qui fait peur un peu. Contemporain, on se dit contemporain, on se dit c'est l'horreur. Et en fait, non, c'est du langage d'aujourd'hui, du langage vécu. Et c'est de la modernité qui s'invite dans l'église. Et la rencontre de la modernité et du patrimoine, les deux ensemble, forment quelque chose un feu d'artifice de beauté, en fait. Et 2, et. Salvum fatopulum tuum. 1, 2, 3, dominé. Encore, tout le monde dit 1, 2, 3. 1, 2, 3, dominé. À vous, et. Salvum fatopulum tuum. Dominé. Sachez que au concert, celui ou celle qui fait dominer trop tôt paye le champagne au chef.
D'accord? C'est important. Je vais avoir plein de champagne. Cool. Ça va avancer, hein, c'est du esquèche. Ok, et là ça va swinger à mort. Henri Chalet et le chœur d'enfants de la maîtrise Notre-Dame viennent juste de recevoir une réduction piano de la partition finale. Les répétitions peuvent enfin commencer. C'est une nouvelle musique, mais donc on n'a pas de repère puisqu'il n'y a pas eu d'enregistrement avant, on n'a pas d'indice. Le seul indice qu'on a, c'est le papier qu'on a reçu avec la partition. Dedans, on doit chercher des indices pour aider les chanteurs à trouver les notes, pour savoir partir à l'aise au bon moment. Et il y a aussi beaucoup de rythme dans la musique de Thierry Esquèche. Et donc ça, il faut que le corps ait le temps de le digérer. Ça, c'est bien pénible parce que vous avez blanche, blanche, triangle. Et là, on dit merci Thierry. 1, 3 et 1. Et 1. Laudamus, c'est un verbe qui parle de joie. Voilà. Et là, pour l'instant, on voit plutôt la souffrance dans vos notes. Laudamus. Vous aurez ce do dans la tête sans le savoir et vous arriverez page 53, ce sera évident. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils n'ont pas d'a priori sur la musique ancienne, la musique contemporaine, tout ça. Pour eux, ils prennent ce qu'on leur propose et si on leur présente de manière ludique, ils le font avec bonheur et avec beaucoup de plaisir. Notre but, c'est de réconcilier un peu le public aussi avec cette musique contemporaine et de lui montrer que c'est une musique facile à apprivoiser et qu'il faut se laisser tenter de prendre ce petit risque d'aller écouter une nouvelle musique. C'est-à-dire que le Requiem de Mozart était inconnu quand il a été créé et maintenant c'est un tube. Le Te Deum d'Esquèche peut devenir un tube pour les années suivantes. Ah bon? Sur le planning, normalement, c'est censé pas, hein? Dans un quart d'heure. Ok. Ouais, à tout de suite. Merci. Et nous, on va répéter dans le presbytère de l'église Saint-Séverin, qui a une belle salle assez grande pour pouvoir répéter avec une acoustique qui aide les voix. Parce que, évidemment, une salle, c'est bien, mais une salle qui sonne bien, c'est encore mieux. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... Commanditaire de l'œuvre, le chef de chœur découvre au fil des répétitions la musique d'Esquèche. Et sans surprise, ça devrait swinger dans la cathédrale. Pendant au moins 4 pages, c'était calme, mais Thierry revient. Et donc, le rythme de Thierry revient. Et 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, et 2. Et fine, 2, 3, non. On sent qu'il y a du rythme, il y a du peps, et en même temps genre des beaux accords qui tiennent avec des mélodies par-dessus, avec un texte. Donc je pense que ça va être très sympa à Notre-Dame. En plus, après chaque partie, il y aura des interludes et des improvisations de Thierry. Donc on a hâte de faire ce concert. De la Philharmonie à l'Escaladieu, tout le monde s'arrache Thierry Esquèche. Il est aujourd'hui le compositeur français le plus joué à l'étranger. On est tout le temps sur une scène, tout le temps applaudi, tout le temps on se montre tout le temps. On est tout le temps en exposition. Et donc il y a des moments où je ne suis plus en exposition là. Je me rends compte aussi une partie de la vanité de ce métier aussi. Les grands compositeurs ont des anges gardiens.
Ce sont les graveurs, orfèvres au chevet de la partition. Boris Frelon veille sur le Te Deum. Mais alors que l'œuvre n'est toujours pas terminée, une rencontre déterminante a lieu chez l'éditeur. De la partition. Oui, mais c'est une partition qui voyage, au moins. À la pays. Ça, c'est ce que j'ai fait récemment. Tu ne dois pas avoir. La 22, elle est terminée? La 22, elle est terminée. Non, mais ça aussi, c'est terminé. S'il n'y a rien. Mais ah bon, d'accord, ok. Donc là, tu vas retomber sur ce que tu connais. D'accord. Donc là, après, j'ai fait exactement le déroulé. C'est très tendu. Là, c'est le projet sur lequel on est le plus tendu de ce qu'on a jamais vu. C'est que le planning était déjà très serré et les projets s'enchaînant les uns après les autres, là, on se retrouve avec une difficulté de gestion du temps. Il y a des compositeurs qui peuvent mettre 2 ans là-dessus. Il se trouve que moi, je n'avais pas 2 ans, j'avais au maximum 6 mois, en sachant que dans les 6 mois, j'ai donné 80 concerts et que j'avais d'autres pièces qui ont été jouées tous les azimuts, qu'il a fallu accompagner, comme en ce moment à la Philharmonie et autres. Donc en fait, au bout du compte, plus mon enseignement, plus les messes, plus toutes choses. Donc évidemment, ce ne sont pas 6 mois de composition acharnée à la table. Voilà. Mais heureusement que je suis entouré par Lorraine et l'édition qui arrive à rattraper le retard, que ce soit par Boris qui arrive alors plus vite qu'un Rafale. Il sait si je me trompe, il a compris. Et ça, il n'a même plus besoin que je lui dise. Il peut pas faire d'erreur. De toute façon, il pourrait réécrire pratiquement. Donc là, c'est bon. Donc, Non, c'est bon. OK. Pour moi, le graveur, c'est une sorte d'interprète. Et c'est ce travail qui demande de vraiment bien connaître la musique du compositeur pour essayer d'aller au-delà de ce que la partition propose. Il faut que j'essaie d'aller dans sa tête plutôt que ce qu'il a noté exactement, qui n'est pas forcément le reflet exact de ce qu'il veut. Je dois essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il propose dans la partition. Est-ce que ça continue à vibrer jusqu'au bout ou est-ce qu'ils étouffent 1 ou 2 temps après? Ici, le début d'une cymbale et qui ne continue pas alors que le reste de l'orchestre continue, donc je pense qu'il... Ah voilà, là c'est cas typique où il a compris que j'avais oublié de faire le décrescendo de cymbales. C'est celle que je cherchais. Ah ben voilà. Tout simplement, 180, ah ben voilà. Comme quoi il fallait regarder. 9, 8, et la 177, est-ce qu'elle est cachée quelque part? Ah ben là, voilà. Il y a toujours des problèmes de page, parce que je numérote les pages n'importe comment, je fais 3 fois la page 12, donc et après... il manque la page 26. Et après il manque la page 26. 25 à 26. Je perds dans un avion une partie du manuscrit que je suis en train de faire. C'est ce qui s'est passé? Il y a une partie du show, j'ai renversé mon repas l'autre jour dessus, c'est bizarre. Enfin, les partitions, pour moi, l'écrit n'a pas une fonction réelle. Le corps il doit rejoindre le si ensuite. Tout le monde attend maintenant la composition finale. Mais il reste encore de longues pages d'écriture pour Thierry, qui travaille jour et nuit. C'est vraiment difficile en ce moment-là. Je suis vraiment au bout de ce que je peux faire au niveau physique, je le sens. Là, et je ne sais pas comment faire. Et donc je vois la limite peut-être pour la première fois. Dans ces moments d'intense fatigue, réapparaît le mal dont souffre le musicien depuis l'enfance. Une maladie congénitale appelée nystagmus. J'ai pas de vision des 2 yeux en même temps. On a du mal à fixer un point. Donc c'est pour ça que la tête bouge quand on veut fixer. C'est pour ça qu'on bouge la tête, parce qu'on a du mal à fixer. Et donc tous les gens qui ont une nystagmus bougent la tête. C'est une maladie qui maintenant est assez connue, mais qui à l'époque où j'étais enfant était assez peu connue. Et donc j'ai servi d'animal de laboratoire. Et je pense qu'avec mes parents, avec ma mère, on allait à peu près tous les mercredis, soit à l'hôpital Bégin, soit à l'hôpital des 15-20 qui est spécialisé, et ils faisaient des tests. J'étais invalide à 80% d'ailleurs, enfant, donc j'avais une carte d'invalidité. J'ai passé mon enfance
Parce qu'à peu près tout le monde se moque de moi jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Ouais. Alors ça, pour le coup, c'est assez pénible, je ne cache pas. Donc il faut supporter ça dans les classes. Mais c'est vrai que j'ai dégusté. Évidemment, mon audition s'est développée grâce à ça. À l'âge de 2-3 ans, je suis allé chercher ce que j'allais pas chercher par les yeux avec les sons. Donc évidemment, j'ai développé cette acuité de l'oreille. D'une certaine manière, c'était un atout. J'étais quelqu'un qui recevait avec difficulté l'extérieur, donc obligatoirement ça crée des déséquilibres. Et ces déséquilibres, j'ai la chance d'avoir réussi à les exprimer par l'improvisation, par la composition, voilà, donc je m'estime plutôt heureux d'être sorti de ces étapes souvent difficiles. Les enfants, par contre, là, il faut chanter vraiment fort. C'est la première répétition au complet. Elle réunit 180 musiciens, 2 chœurs, dont un venu de Wrocław, en Pologne, et un orchestre allemand dirigé par son maestro français. Ça fait très longtemps que je dirige la musique de Thierry, donc je connais bien sa musique, qui est très complexe au point de vue rythmique, qui a aussi des influences parfois un peu jazz, etc. Thierry, lorsqu'il a composé, il m'a dit non, mais je vais faire quelque chose de très simple. Il a fait du eskesh, c'est-à-dire c'est une musique magnifique, mais qui a ses complexités rythmiques, harmoniques et de mise en place. Il écoute bien, tout à l'heure qu'on va le faire, tu vas bien écouter, il va faire ré, mi, si, tu, fond. Alors, tu vois qu'ici, c'est beaucoup plus facile parce que tu me vois tellement de près que... Mais donc, quand tu seras loin, tu peux le faire une fois très loin. Vas-y, mets-toi à côté du gong, là-bas. Tu seras à peu près cette distance de moi. Là, on n'a pas encore répété dans Notre-Dame directement, donc chaque église a sa propre difficulté, parce que le temps de réverbération est différent. Là, on m'a dit que c'était 7 secondes de réverbération à Notre-Dame, donc on va voir ce qui va se passer au moment de la répétition. We're ready? 1, 2, 3, et... Est-ce que tu as l'impression que tu entends trop fort sur le côté, là ou... Moi, ça va, pour le moins. Par contre, on n'entend pas assez le texte ici, là. Okay. Il faut vraiment qu'on entende le texte. Alors que les musiciens récitent leur partition, le compositeur peut enfin écouter la version complète de son œuvre. Ouais, t'as raison, il va me presser là. Pour le coup, il presse là. Oui, d'accord. On a très peu de temps, donc on est obligé d'aller un peu à l'essentiel. Donc on va plutôt viser les endroits où il y a vraiment des choses qui sont les plus gênantes. Il y avait un passage où j'avais l'impression que c'était un petit peu trop rapide. Et donc il n'était pas sûr, il était en train de le sentir et tout ça avec le geste. Et il a dit « Ah oui, c'est un petit peu trop rapide ». Et du coup, il a communiqué au chef. L'acoustique était plus directe là-bas. C'est lui qui dit si c'est un problème ou sinon ça va aller ou s'il y a des choses qui vont se régler après. On découvre un espace sonore qui est énorme.
Je trouve que les musiciens tiennent bien la route parce que il faut s'imaginer un alto là qui doit écouter un marimba ici, qui écoute un chanteur qui doit prendre sa note là-bas, dans un espace où ça va dans les transepts, ça va partout. On essaie précisément de dompter le lieu, la nef, le vaisseau. On dompte le vaisseau, on va refaire des choses pour encore clarifier le plus possible les enchaînements entre le chœur et l'orchestre, l'équilibre entre les deux. C'est ça qui est le plus dur. C'est dompter le vaisseau en fait maintenant. Une œuvre rare et résolument contemporaine est née 6 ans après l'incendie de Notre-Dame. Elle voyagera dans le monde emportant avec elle sa réflexion poétique et théologique sur l'idée du feu sacré qu'elle partage avec son compositeur. Un Te Deum, ça doit donner une certaine forme de grandeur. L'organiste ou le compositeur doit forcer les gens à regarder vers le haut, donc chercher une certaine transcendance. J'espère avoir réussi à donner une certaine diversité dans ce Te Deum. L'image qu'on a de l'histoire de Notre-Dame, pour moi, c'est quelque chose d'un temps un peu éternel.